Depuis 35 ans, il glissait inlassablement entre les doigts des enquêteurs. Jusqu'à ce mercredi, au Grau du Roi, théâtre d'un incroyable rebondissement. François Vérove, 59 ans, père de famille, ancien policier et gendarme, est retrouvé mort, suicidé, derrière la porte de cette maison. Près de son corps, les enquêteurs retrouvent une lettre testament. Il s'accuse d'avoir commis plusieurs viols et meurtres entre les années 1986 et 1997. Une confession qui permet de mettre enfin un nom et un visage sur le grêlé, un tueur en série jusqu'alors insaisissable. Le point final d'un mystère qui hante les enquêteurs de la brigade criminelle. Le parcours meurtrier de François Vérove débute le 7 avril 1986. Paris, 13e arrondissement. Au sous-sol d'un immeuble d'habitation, Sarah, 8 ans, est retrouvée violée, laissée pour morte par son agresseur. L'enfant décrit aux policiers un homme, à la peau irrégulière, qui l'a prise au piège dans son ascenseur. Alors que les enquêteurs mènent leurs investigations, moins d'un mois plus tard, le 5 mai, ils découvrent le corps sans vie d'une fillette de 11 ans au sous-sol de son immeuble parisien du 19e arrondissement. Elle s'appelle Cécile Bloch. Le 5 mai 1986, ma fille est partie pour l'école. Et puis elle n'est pas arrivée. Et le soir, là, dans l'après-midi, on l'a retrouvée au 3e sous-sol. Voilà les faits. La collégienne est retrouvée à moitié dénudée, son corps dissimulé sous un vieux morceau de moquette. Elle a été violée, étranglée, son ventre lacéré à l'arme blanche. Rapidement, l'enquête révèle que là encore, l'agresseur a pris au piège sa jeune victime dans l'ascenseur. Il y aurait passé près d'1 heure à monter et descendre. Une dizaine de témoins, habitants de l'immeuble, le décrivent. Parmi eux, le demi-frère de Cécile Bloch, alors âgé de 24 ans. Il était un peu plus grand que moi, de corpulence plus athlétique, et plus fort que moi. Il avait un visage tout à fait standard, commun, sans traits caricatural. Et sur ce visage tout à fait commun, standard, un peu aux normes, il avait quelque chose sur la joue. C'est grâce à son témoignage que les policiers dressent un premier portrait robot d'un homme âgé de 25 à 30 ans. Celui que l'on surnommera désormais le grêlé, référence à sa peau abîmée, décrite dans les 2 affaires. À l'époque, en 86, on n'a qu'une chose, c'est un groupe sanguin A+. Parce qu'on n'a rien d'autre. L'ADN n'existe pas. L'enquête piétine. Le grêlé, lui, continue de s'attaquer à de jeunes victimes. Paris, 14e arrondissement. Le 25 octobre 1987, Marianne, 14 ans, rentre du collège pour le déjeuner. Elle est abordée par un homme qui dit être policier. Il monte chez elle, l'attache et la viole. Pas de suspect ni d'interpellation, mais un profil psychologique qui se précise. Il y a une particularité, c'est qu'il est amené à attacher ses victimes. Mais il les attache, y compris celles qui sont toutes jeunes. Donc, il n'aurait pas besoin, en soi, de les attacher. Et pourtant, ça semble être important pour lui. C'est probablement quelqu'un qui est assez timide avec les femmes, qui n'ose pas aller vers elles, même s'il aimerait pouvoir le faire. Et les horaires auxquels il agresse les différentes personnes font penser qu'il ne travaille pas en journée. Ça peut correspondre avec le profil à quelqu'un qui travaille dans la sécurité, qui essaie justement d'avoir un peu cette autorité. Des années plus tard, les enquêteurs finiront par acquérir la conviction qu'il s'agit bien d'un policier ou d'un gendarme. Pendant 7 ans,
le grêlé ne fait plus parler de lui. Jusqu'au 24 avril 1994, en Seine-et-Marne. Il enlève une jeune fille de 11 ans et tente de la violer. Nous l'appellerons Marie. Lors de son audition, elle reconnaît le grêlé grâce au portrait robot. C'est un mec qui avait l'air d'être normal comme tout le monde en fait. Moi, je n'avais pas d'a priori sur lui. Quand je l'ai vu au départ, je croyais vraiment qu'il venait de la police. J'ai eu beaucoup de chance d'être calme et aussi en fait de lui avoir parlé. Je pense que de lui avoir posé des questions, tout ça, je pense que ça m'a sauvé la vie en fait. En 1996, le lien irréfutable est établi entre les victimes. La science progresse, les expertises ADN sont en plein essor. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres relancent le dossier et obtiennent l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire. Les choses vont évoluer, la science va travailler. De ce groupe sanguin, on va tirer un ADN. Cette suite de chiffres, on va la verser dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui va mouliner et qui va rechercher. Et on espère trouver quelque chose. C'est forcément quelqu'un qui est connu? Eh bien non. Pourquoi? Parce que c'est un ancien gendarme, devenu policier, quelqu'un qui n'a jamais fait parler de lui dans une affaire de stupéfiants, de braquage, de bagarre, de coups et blessures, qui aurait fait qu'on aurait pris son ADN, qu'on l'aurait mis au fichier. En 2001, l'enquête bascule un peu plus dans l'horreur. Le profil ADN du grêlé est associé à des prélèvements récoltés 14 ans plus tôt dans l'affaire d'un double meurtre non élucidé. Avril 1987, Paris, 4e arrondissement. Une jeune fille au père allemande de 21 ans et son patron de 38 ans sont retrouvés morts à leur domicile. André Bizel était alors le commissaire divisionnaire en charge de l'enquête. Il y a manifestement une liaison intime entre l'auteur et la jeune Muller, victime. Il la trouve, alors que la veille, il s'était fâché, sans doute qu'elle lui avait signifié son départ et qu'il voulait un peu la relancer. Il la trouve dans cet appartement un peu dénudé, le maître de maison également, et je pense que c'est ça qui a déclenché sa folie meurtrière. J'en ai vu des centaines de scènes de crimes de tous ordres, des règlements de compte, des meurtres, tout ce que vous voulez. Mais celle-là m'avait profondément marqué par cette mise en scène. Le policier, choqué, dessine même la scène. Les deux victimes sont attachées chacune à un lit, pieds et poings liés dans le dos pour l'un, les bras et les jambes en croix pour l'autre. Le violeur de fillettes, dont on sait qu'il a tué une fois, devient alors un serial killer au mode opératoire sadique. Mais l'homme échappe encore et toujours aux enquêteurs. L'affaire rebondit à nouveau quelques années plus tard. En décembre 2014, la juge d'instruction Nathalie Turquet reprend le dossier du grêlé. Elle relance les investigations. C'est elle qui va faire basculer l'enquête. Depuis longtemps déjà, les policiers ont la conviction que le tueur pourrait être un membre des forces de l'ordre, plus particulièrement gendarme. Fin août, la magistrate lance donc une vaste opération de contrôle ADN. La juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires dans tout un tas de services de police judiciaire de France pour leur demander de contrôler, d'entendre, en tout cas de procéder à l'audition de 750 gendarmes qui avaient été en poste en région parisienne à cette époque, c'est-à-dire entre 1986, meurtre de Cécile Bloch, et 1994, la dernière affaire qu'on pourra peut-être raccrocher à toute cette série de dossiers. Parmi ces militaires convoqués dans toute la France, François Vérove. Après avoir été gendarme, l'homme intègre la police nationale en région parisienne
dans les années 90. Il exerce des fonctions syndicales. Certains de ses collègues de l'époque décrivent un homme volontaire, mais tourmenté. C'était quelqu'un qui était d'une gentillesse absolue, qui était toujours prêt à servir, à se rendre disponible pour notre activité syndicale. Quelqu'un qui savait s'énerver aussi facilement, il faut le dire, mais qui n'a jamais été agressif ni violent en notre présence, qui a eu un moment de souffrance psychologique particulièrement importante dans la période où je l'ai connu, qui a été dans une situation de dépression, qui s'est arrêté de nombreux mois en maladie, qui a fait l'objet d'une demande de mutation. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, est-ce que ce qu'il a vécu dans cette période-là où je l'ai connu a un lien de près ou de loin avec les actes qu'il a commis? Mais ça, malheureusement, je crois que nous ne le saurons jamais. Et il n'est pas le seul sous le choc, car au fil des années, François Vérove se construit une vie au-dessus de tout soupçon. Installé dans le sud de la France, il s'implique dans la vie de sa commune, devient conseiller municipal. L'ancien maire de Prades-le-Lez, dans l'Hérault, a encore du mal à réaliser qu'il a côtoyé le grêlé. C'est froid dans le dos, parce que moi, si on m'avait demandé mon avis sur cet homme-là, c'était un avis extrêmement positif. Un collaborateur élu avec qui j'ai travaillé, qui était, comment dirais-je, courtois, qui défendait ses opinions. Et puis le seul accroche qu'on a eu, c'était quand il n'était pas d'accord avec mon opinion sur la direction des affaires municipales. Et donc c'était un échange de vues et jamais, au grand jamais, j'ai pu imaginer quoi que ce soit qui ressemblait à la vérité d'aujourd'hui. J'étais aux antipodes. Désormais retraité, l'ancien policier entretient son image d'homme serviable, impliqué et sans histoire. Comme dans ce quartier de la Grande Motte, où il était installé ces dernières années avec sa femme, nous avons pu rencontrer certains de ses voisins. Très sympathique. Quand je revenais de faire mes courses, si je rencontrais, je disais à mon mari, j'ai rencontré les voisins sympas. Non, mais on les voyait passer tous les jours. Elle allait chercher des fois le journal. Tous les jours, ils passaient, on les voyait. Et quand on se voyait, un grand signe. Un quotidien paisible qui vole en éclats le 24 septembre dernier. François Vérove est convoqué par la police judiciaire. 5 jours plus tard, son ADN, comme celui d'environ 750 autres gendarmes, sera prélevé. Il le sait, la fin de son secret est proche. Le 27 septembre, l'homme quitte son domicile et loue cette maison au Grau-du-Roi. C'est là qu'il se suicide. Rapidement, le parquet confirme, François Vérove est bien le grêlé. La comparaison ADN, immédiatement ordonnée par le magistrat instructeur, a établi ce jour une correspondance entre le profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime et celui de l'homme décédé. L'épilogue de l'un des plus grands mystères criminels français. Mais le tueur en série n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Il a laissé des traces dans sa vie. Et si on retrouvait tout le long de son passage, quand on aura reconstitué, c'est ce qui va se passer, tous ses déplacements, toute son existence, les endroits dans lesquels il a vécu, les hôtels où il a dormi, les endroits où il est allé passer des vacances, les personnes qu'il a connues. Et on va coller le calque sur toute sa vie. On va coller le calque des affaires non élucidées. Et il va peut-être y avoir des surprises, des grosses surprises pour les enquêteurs. Des policiers qui s'intéressent à une vingtaine d'autres affaires non résolues dans lesquelles le mode opératoire fait penser à celui du grêlé.